Bon, tout d'abord, bonsoir à tous. Merci aux organisateurs, merci à Omar, merci à Bachir, mais merci à Ismaël. Je ne sais pas s'ils sont là ou si l'un d'entre eux est là, mais moi j'ai bien une suggestion à vous faire dans le cadre du parcours, puisqu'on a une multitude de créateurs de contenu. Et il y a une région au Maroc qui est exceptionnelle, j'en parle parce que j'en suis originaire, et je trouve que ce serait vraiment dans la prochaine édition un territoire à voir, c'est la région de Dakhla. Pour ceux qui connaissent, il y a des vues panoramiques exceptionnelles, il y a un lagon qui est exceptionnel avec des dunes de sable qu'on vient d'ailleurs par le ciel, par la terre ou par la mer. C'est un endroit extrêmement, extrêmement beau, et je dis aux créateurs de contenu qui sont là ce soir, allez dans cette régice du sud du Maroc, car elle en vaut vraiment, vraiment la peine. Alors, le thème de cette table ronde, c'est comment accompagner, que ce soit d'ailleurs les médias traditionnels ou le nouveau média, comment accompagner le Maroc, l'équipe du Maroc notamment de football, à l'horizon 2030. Mais j'ai envie de revenir un peu à la source et vous dire à chacun d'entre vous comment vous avez vécu l'épopée 2022, puisqu'en réalité on va partir de l'épopée de 2022 pour arriver en 2030. Et je m'adresse d'ailleurs pour commencer à Pierre. Je l'ai vécu avec beaucoup de surprise parce que très franchement, lorsque le Maroc s'est retrouvé face à l'Espagne, on donnait quand même pas cher de la peau des Marocains. Et on est tombé dans une caricature de l'équipe d'Espagne, ce qui m'a d'ailleurs fait énormément craindre au moment de l'arrivée de Luis Enrique au PSG. Il faut se souvenir que l'Espagne contre le Maroc a fait plus de 1230 passes, ce qui est monstrueux. Et en 1230 passes, ils se sont pas créés une occasion de but. Et cette caricature de l'équipe d'Espagne, moi, m'a beaucoup déçu, beaucoup gêné. Après, j'étais très content que le Maroc passe. Et très franchement, le comportement de l'équipe du Maroc contre l'équipe de France en demi-finale, il a été remarquable. Et l'équipe de France, sur ce match-là, elle a surtout été réaliste. Et je pense que le Maroc a fait meilleure impression que la France sur cette demi-finale. Donc c'est un résultat évidemment très surprenant, parce que personne n'imaginait le Maroc capable d'aller en demi-finale d'un mondial, mais c'est aussi un résultat qui donne maintenant d'énormes responsabilités à Regragui et à son groupe. J'ai l'autre jour sur X pris une capture d'écran de la sélection marocaine pour le match de demain, et j'ai dit « Génération en or ». Et je me suis pris plein de réponses de Marocains qui m'ont dit « Ouais, mais attention, Regragui fait n'importe quoi, et puis ça se passe pas bien. » On va revenir sur cette deuxième partie, mais avant, je voudrais, Alicia, si vous pouviez nous donner votre regard sur l'épopée 2022 et le regard d'ailleurs d'une femme qui peut être plus intéressant également. Femme, c'est important. Roxane, vous m'entendez? Je me présente vite fait. Moi, je suis Alicia, je suis une créatrice de contenu italo-belge. Je suis maintenant basée en Égypte, et je suis aussi présentatrice télé foot, là-bas en Égypte, en arabe. Donc moi, l'épopée du Maroc en 2022, je l'ai vécue de l'Égypte. Donc tout le monde était vraiment derrière eux, c'était surprenant. Ça leur met, c'est vrai, une pression incroyable, et c'est ça aussi la beauté du foot, c'est toujours les surprises. Et je me dis que s'il n'y avait pas eu tous les réseaux sociaux, tous ces influenceurs qui étaient au Qatar, peut-être que je l'aurais pas vécu de la même façon. Parce qu'ils ont mis vraiment sur le devant de la scène l'équipe du Maroc, et de toute façon 2022 a totalement propulsé l'équipe du Maroc aux yeux de tout le monde, parce que personne s'y attendait. L'image du poussé qui arrive en demi-finale, Karl, et qui se projette dans l'avenir, en 2030, il sera un des acteurs. L'équipe du Maroc, Inch'Allah, sera un des acteurs importants de cette Coupe du Monde, y compris de celle de 2026. Vous, Karl, comment vous l'avez vécu? Parce que je sais que vous avez au moins assisté à la demi-finale France-Maroc, mais quel regard vous avez eu à ce moment-là sur le parcours global de l'équipe du Maroc? Bon, d'abord, je crois que s'il y a eu un champion du monde du cœur en 2022, c'est bien l'équipe marocaine, parce qu'il y a évidemment l'expertise du ballon, ça on l'a tous vu. Moi, je suis issu des quartiers populaires à Poissy dans les Yvelines, où j'ai été maire. Je suis aujourd'hui député de la République et ancien directeur des sports de Canal, et j'ai eu la chance effectivement de voir cette équipe marocaine en demi-finale et en finale avec le président de la République française. Et
Et je trouve que au-delà, encore une fois, au-delà du jeu, de ce qu'a pu faire Walid Regragui, et je rejoins ce que dit Pierrot sur parfois ce qu'on peut entendre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on rejoint le thème d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de connaître Walid quand il était à Dijon et je donnais des cours de prise de parole en public. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est aussi le cœur que les Marocains ont pu mettre dans cette Coupe du Monde et qui a irradié, je crois, le monde entier. Après le match, le président de la République, nous sommes allés dans le vestiaire des amis marocains, non seulement pour les féliciter, mais aussi pour leur dire que quelque part c'était presque une passe décisive, c'était presque la passe D, pour dire que le prochain coup, ça sera certainement vous. Mon petit doigt me dit, on va peut-être y revenir, Labib, que l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations est juste exceptionnelle et cette initiative va dans le sens du faire savoir et de la valorisation avec les journalistes et avec les influenceurs. Et quand je vois les installations que nous avons ici à Rabat et sur l'ensemble du Maroc, je crois qu'on peut dire que voilà, la CAN, je pense, va très bien se passer. Et mon petit doigt me dit que la Coupe du Monde 2030 sera aussi un bis repetita pour les amis marocains. Alors, je vous donne la parole à vous. Et d'ailleurs, vous y étiez sur place, même si par moment on avait l'impression que quand même le Qatar c'était un peu le Maroc, en tout cas dans les stades. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais vous surprendre. Lors d'une interview avec le président de la Fédération royale marocaine de football, donc M. Fouzil Rja, j'étais avec un collègue, Lino Bako, qui reste le doyen des journalistes en France, donc au Maroc, pardon. Donc ça devait être en 2018, juste après la Coupe du Monde de Russie. Il nous avait annoncé que le Maroc un jour viendra où il sera capable de battre. Je vous assure, il nous a cité l'Espagne et le Portugal. Il avait oublié de citer la France. Et on l'avait pas cru. Alors, après, quand on fait le bilan, maintenant après coup, en 2014, il a pris les rênes de cette Fédération royale marocaine de football. Franchement, le Maroc était dans les ténèbres. C'est-à-dire, on n'arrivait même pas à se qualifier pour des phases, je dirais, finales de la CAN. Et ça et donc avant qu'ils viennent, quand le Maroc avait participé en 2018 pour la Coupe du Monde en Russie, cela faisait 20 ans qu'il n'avait pas participé. Je me rappelle, ça s'est fait à Abidjan et c'était la grande fête. Donc, quand on arrivait avec 2022, avec tout le travail qu'il y a, et en plus, quand il avait pris en plus, je dirais, les rênes de cette fédération, le Maroc était exclu de la CAF. Parce qu'il y avait eu un problème en 2015, le Maroc ne pouvait pas organiser la Coupe d'Afrique pour des raisons, je dirais, d'Ebola, donc sanitaire. Et à l'époque, c'était Issa Hayatou à la tête de paix à son âme, donc à la tête de la CAF. Et il avait suspendu le Maroc durant 2 ans. Donc il avait pris vraiment la fédération au plus bas. Il s'est attaqué aux infrastructures. Le Maroc finissait toujours la dernière journée de son championnat avec plusieurs matchs de retard, par exemple. Maintenant, il n'y a plus de matchs de retard. Il a refait tous les stades. Donc, on s'est attaqué aux infras, on s'est attaqué à la formation. On a formé des cadres. Il y a beaucoup plus de scouting. On est beaucoup plus présent à l'international. Donc, tout compte fait, c'est l'aboutissement d'un travail. Donc, quand on est parti. C'est vrai que le groupe où était le Maroc, c'était pas évident, mais on était serein. On savait qu'on allait faire quelque chose. Moi, j'étais dans le foot, hein, donc franchement, j'étais un ancien gardien de but. Malheureusement, à cause des études, j'ai pas pu faire une carrière. J'étais au HAC, donc je connaissais très bien Bounou, donc le gardien de but, c'est mon filleul, donc c'est moi qui l'ai lancé. Dari, l'arrière central, pareil, donc je suis un passionné. Et j'ai eu des échanges avec le gardien. J'ai eu des échanges avec le gardien de but. Il m'a dit on y croit. Et puis Walid, avant qu'il soit l'entraîneur de l'équipe nationale, il était au HAC, donc c'est mon équipe. Il avait déjeuné. Enfin, avant qu'il soit, il était sur la liste. Et lui aussi, il m'a dit on a un bon coup à jouer. Ils y croyaient. Pierre, il y a une flamme qui est née en 2022. Est-ce que 4 ans après, puisqu'on arrive à la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine, est-ce que, avec ton regard de Français, est-ce que tu sens toujours cette ferveur à l'égard de l'équipe nationale marocaine et globalement à l'égard des joueurs marocains évoluant notamment en France? Alors c'est plus qu'une ferveur, c'est une responsabilité, parce que la CAN, elle va avoir lieu au Maroc, et que je pense qu'il n'y a pas un Marocain sur Terre qui ne comprendrait pas que
le Maroc ne remporte pas la CAN à domicile, au-delà évidemment des efforts formidables faits par le pays en termes d'infrastructure, parce que c'est pas parce que tu vas jouer dans des stades neufs que tu es assuré de gagner les matchs, mais la place de demi-finaliste au Qatar, plus le fait de jouer cette CAN à la maison, ça donne une responsabilité incroyable à Regragui et à ses joueurs. Et comme je le disais tout à l'heure, avant que tu donnes la parole aux autres, quand j'ai fait ce tweet en disant « Génération en or », il y a beaucoup de Marocains qui m'ont dit « Ouais, mais Regragui fait n'importe quoi ». C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la pression qu'il y a sur les équipes africaines en général. Alors vous avez évidemment le truc qui arrive à l'absurde, c'est-à-dire le Cameroun, où le président de la fédération est Samuel Eto'o, mais c'est pas lui qui nomme son entraîneur et du coup il lui adresse pas la parole. C'est-à-dire que choisir Samuel Eto'o avec le caractère qu'il a pour en faire une marionnette, c'est quand même une idée du démon. Et je pense que le Maroc doit, dans cette compétition, affirmer son leadership sur le football africain, remporter la compétition et aller aux États-Unis à la prochaine Coupe du Monde avec de grandes ambitions. Alors évidemment, avec un bémol, c'est le rendement d'Achraf Hakimi qui vient de faire une saison étourdissante. Je pense une saison Ballon d'Or, hein. La plus belle. Oui, bien sûr. Moi, j'en ai rien à cirer du Ballon d'Or. Je suis farouchement contre ça. Mais le problème, c'est qu'il y a 3 joueurs au PSG qui peuvent prétendre avoir le Ballon d'Or. Dembélé, Vitinha et lui. Donc, forcément, malheureusement, il va y avoir de la perdition de votes, puisque les gens vont certainement pas vouloir mettre les 3. Mais franchement, qu'on mette Yamal dans ce débat, Yamal, il a été juste champion d'Espagne. Enfin, le doublé. Qui est aussi d'origine marocaine au passage. Donc, quoi qu'il arrive, on peut avoir un Marocain. Ouais, mais bon, je suis pas certain que si Yamal a le Ballon d'Or par rapport à Hakimi, il y a beaucoup de Marocains qui considéreront que c'est une victoire marocaine. Hein. Enfin, moi, je crois. Alors, Alicia, sur la flamme qui est née en 2022 et qui arrive à 2026, comment vous, avec votre regard, vous voyez la suite pour accompagner cette dynamique autour du Maroc, notamment dans les réseaux sociaux et dans tous ces nouveaux médias? Bah, écoutez, c'est-à-dire grâce aux réseaux sociaux, il s'est construit une nouvelle authenticité où avant, dans les années 2000, je ne veux pas dire mon âge, mais j'avais 10 ans comme ça, où les joueurs de football... On l'assume. Les joueurs de football et les équipes étaient totalement intouchables. On n'y rentrait pas. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de connexion. Les supporters se sentent beaucoup plus involved. Impliqués. Je parle mon français. Donc, ça a mis le Maroc sur le toit de l'Afrique. Et bien sûr, il y a un enjeu. Là, maintenant, il va y avoir la CAN. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir le Maroc, le beau pays que c'est, l'hospitalité, l'authenticité. Et les réseaux sociaux, ça joue un rôle incroyable qu'on n'a pas avec le média traditionnel parce que c'est pas 360 degrés, tandis que le réseau social, c'est 360 degrés, authenticité, c'est tac, 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 pas besoin de caméra, c'est parti, Karl, sur la même question. Ouais, moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard et il n'y a pas de secret. Lorsque l'équipe de France est devenue championne du monde en 1998, auparavant, il y a eu l'avènement de l'Institut national du sport à Clairefontaine, le centre sportif de Clairefontaine, qui a permis aux joueurs d'avoir les moyens des ambitions du pays et de la Fédération française de football. Ce que je constate, je suis venu ici il y a 3 mois avec le ministre du Commerce extérieur et des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin, pour justement donner le coup d'envoi de la task force France-Maroc, et on a visité l'institut ici, le complexe Mohamed VI, qu'on est allé d'ailleurs revoir ensemble la Bible ce matin, et je crois pouvoir dire qu'on a ici, il me semble, le socle de ce qui peut permettre aux Marocains et aux Marocaines, j'oublie pas le football féminin, d'être sur les plus hautes marches du podium, parce que je vois bien que l'engagement, les investissements faits par la Fédération marocaine de football sont considérables. Et quand vous mettez les moyens en face de vos ambitions, alors le travail entraîne le talent entraîne la chance et la réussite. Et donc il n'y a pas de hasard, il n'y a que finalement que ce qu'on mérite. La deuxième chose que je voulais dire, si je peux me permettre, c'est que à côté de ce savoir-faire, il y a évidemment le faire savoir.
Quand j'étais directeur des sports de Canal+, dans les années 2000, on avait tous les droits de sport et notamment tous les droits du football français, du football anglais, italien, allemand, portugais, espagnol, tous les droits. Et un jour, il y a une petite télé dans les années 2000 qui s'appelait TPS qui est venue poindre son nez pour candidater pour le football anglais. Nous, on avait 80% de savoir-faire et on s'est dit, on avait un peu le melon, on s'est un peu enflammé, pas la peine de faire beaucoup en matière de faire savoir et de communication, c'était 20%. TPS avait 20% de savoir-faire. Ils ont mis le paquet sur la communication avec, il n'y avait pas de réseau social à l'époque, mais surtout les supports traditionnels de communication. Et ils nous ont empoché les droits du foot anglais. On s'est fait avoir une fois, pas deux. Ce que je veux dire par là, et Alicia le disait à juste titre, je crois qu'aujourd'hui, on dit qu'abondance de biens ne nuit pas, c'est le cas. Les journalismes, la presse doit être évidemment adossée aux influenceurs, aux réseaux sociaux, et je pense qu'il faut qu'on arrête de positionner les uns contre les autres, parce que la vérité, c'est que les cibles sont différentes, avec un seul et même objectif, c'est la passion. Et quand on a la passion, alors on est capable de bousculer des montagnes. Est-ce que vos auditeurs à Radio France, j'allais dire, à Mars, on fait plus que Radio France. On se 2 millions d'auditeurs par mois. Je ne l'en doute pas un instant. On se sentiment quand même qu'en 2022, il y a quelque chose qui est né et que cette naissance peut amener un enfant en finale en 2030, voire à une possible, probable victoire de l'équipe du Maroc. Et est-ce que le Maroc, l'équipe nationale du Maroc aujourd'hui, et notamment avec la jeunesse qui arrive, a les capacités de remporter une Coupe du Monde dans les prochaines? C'est sûr qu'il y a un avant 2022 et un après 2022. Ne serait-ce que par rapport, je dirais, au soft power marocain. Il y a plein de personnes, comme le Maroc est rentré dans les cœurs. Et moi, je me rappelle, en 2022, j'étais au Qatar, et on croisait des Argentins. Ils nous disaient, vous savez, nous, en 86, Maradona a mis l'Argentine sur une carte, et maintenant, l'équipe nationale du Maroc, ils ont mis le Maroc sur une carte. Tout le monde connaît. Donc, il y en a avant, il y en a après. D'un point de vue, je dirais, médiatique, c'est sûr. Alors, je sais qu'on a été sollicité par la presse étrangère qui voulait savoir d'où vient, est-ce que c'était un accident, ce succès, ou c'était le fruit d'un travail. Donc, il y a un regain d'intérêt, mais les gens commencent à s'intéresser au Maroc. Ça, c'est d'un point de vue, je dirais, international. Ici, en national, c'est vrai que on avait beaucoup plus, on a grappillé quelques points en termes d'audimat. Je suis président de la mesure d'audience. Je peux vous assurer qu'on l'a vu, on le fait avec un opérateur Ipsos ici au Maroc. Donc, il y a une certaine crédibilité des résultats. Donc, on l'a vu et ce qui est bien, c'est que les sponsors suivent derrière. C'est que qui dit bon résultat, on veut associer son image à la performance. Donc oui, c'est sans équivoque. Il y a un avant et un après, je dirais, Qatar 2022. Alors, objectif 2030, est-ce que vous pensez que cette émergence de nouveaux talents, je pense notamment, alors même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Menez, mais Lamine Yamal reste quand même un enfant avec des racines marocaines, mais avec des Hakimi et d'autres, est-ce que ça va être véritablement eux qui vont en réalité tirer la communication de l'équipe nationale jusqu'en 2030? Hakimi, il a 25 ans, donc en 2030, il en aura 30. Hein, ça me paraît jusque-là pour être un génie des mathématiques de sortir ça. Je pense que c'est quand même un joueur exceptionnel. Je pense qu'il a sorti cette saison la meilleure performance de l'histoire d'un latéral droit, avec quelques saisons peut-être du Brésilien Cafu. Je pense que c'est le joueur numéro 1 du Maroc. Je pense que Regragui l'utilise exactement dans la même zone que le PSG, c'est-à-dire avec une liberté incroyable sur son côté droit. Moi, la seule crainte que j'ai avec Hakimi, c'est l'accumulation de matchs. Parce qu'il a fait une saison hallucinante l'année dernière, et cette année, il y a le PSG, la CAN et la Coupe du Monde. Alors,
Pierre Ménez est passionné de foot, parce que ma question, elle était sur la communication, sa réponse a été sur les joueurs. Ma question était, est-ce que les joueurs marocains aujourd'hui, Hakimi, Diaz, Bono, peut-être que Bono ne sera peut-être pas à la Coupe du Monde de 2030, est-ce que c'est pas eux le meilleur vecteur de communication de l'équipe nationale pour l'objectif de 2030? Je suis pas sûr. Je pense que le fait que la Coupe du Monde soit organisée dans un pays neuf, comme le Maroc, avec des stades neufs, avec des hôtels neufs. Je pense que pour la représentativité du pays, ça va bien au-delà du comportement de l'équipe nationale. Je pense que vraiment, le Maroc a une carte formidable à jouer au niveau, j'allais dire, de la carte postale du pays, si tant est qu'un pays qui a Marrakech et d'autres endroits magnifiques comme celui-là, voilà, d'autres endroits magnifiques comme tu l'as souligné. Mais je suis pas certain que en chargeant les joueurs, Hakimi, sa communication, c'est son rendement sur le terrain, comme les autres. Mais je pense que tous les efforts visibles à l'œil nu qui sont faits par le Maroc, c'est ça le plus grand vecteur de communication pour ce mondial. Alicia, même question sur la communication de l'équipe nationale marocaine qui doit être appuyée, portée par des stars telles que celles qu'on vient de citer. Je suis assez d'accord avec Pierre, si je m'abuse. Dans le sens où le pays communique pour lui-même en fait. Pour le moment, il va avoir des nouvelles infrastructures, beaucoup de nouvelles choses. Puis la CAN et la Coupe du Monde qui se suivent comme ça. Je pense que ça va un peu parler d'elle-même avec un flux de personnes qui va venir visiter. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre cette pression-là sur les joueurs. Il n'y a pas de pression culturelle. Comme j'ai dit, le pays parle de lui-même et la nourriture et les couscous et tout ça. Karl, je te pose la même question, même si je me doute bien de la réponse, étant donné l'amoureux du Maroc que tu es. J'ai eu la chance de faire un rapport pour l'État en 2022, donc l'année de la Coupe du Monde, sur l'insertion des jeunes au travers du sport entre 12 et 17 ans. Donc là, on est dans le monde presque des influenceurs notamment, et on s'aperçoit très vite que finalement le sport est un catalyseur social transversal. Au quotidien, il y a du sport partout dans notre société et dans la société marocaine. C'est le sport citoyenneté, on le voit bien. Comment se tenir avant, pendant ou après une rencontre, y compris quand on est supporter. C'est le sport santé, c'est le sport compétition, mais c'est aussi le sport loisir, c'est le sport famille et c'est le sport emploi. Et on voit bien que faire nation par le sport avec un enjeu qui est un enjeu, un objet qui est un plus grand dénominateur commun, comme le sport en général et le football en particulier, ça fait la différence. Je rejoins ce que dit Alicia. À une condition pour moi, c'est que finalement la pression se transpose depuis le terrain de jeu sur tout le reste, pour faire en sorte que le staff, les joueurs, n'aient qu'une concentration à avoir, c'est-à-dire le cœur de jeu est la leur. Pourquoi le Paris Saint-Germain, mesdames, messieurs, a été champion d'Europe cette année pour la première fois de son histoire? Parce que la star, il n'y en avait qu'une, c'était l'équipe. On a eu des très grands joueurs auparavant, qui étaient vraiment des très grands joueurs, Mbappé, Messi, Neymar, et finalement, ça n'a pas fonctionné. Cette année, la star, c'était l'équipe. Et il me semble, pour répondre à la question de Labib, quel sera l'ambassadeur, le vecteur en termes de communication? Pour moi, d'abord, la star, c'est l'équipe. Et si on arrive à ne pas mettre autant de pression telle que les uns et les autres pourraient pouvoir le faire, alors je pense qu'on aura une très belle surprise. Et celles et ceux qui, de façon à être des prescripteurs, peuvent le faire, ce sont bien les influenceurs et bien les journalistes, à une condition, c'est qu'encore une fois, on ne se trompe pas de camp et qu'on puisse faire nation par le football marocain. Même question. C'est-à-dire la question. La question du... oui, la question des comment dire du moyen de communication à travers les différents joueurs de l'équipe du Maroc qui pourraient être les vecteurs de communication pour le 2030. Ce sont des ambassadeurs. Nos joueurs sont les premiers ambassadeurs. Quand vous partez, quand on voyage maintenant
un petit peu partout, même en Asie ou au fin fond de l'Afrique subsaharienne. On nous parle de Hakimi, on nous parle, ils portent des t-shirts, que ce soit ceux du PSG, mais il y a derrière écrit Hakimi. Donc en termes de communication, bien sûr, ce sont nos premiers ambassadeurs. Ça reste, c'est cette image qui renvoie. Et voilà, et en plus, au-delà, même en termes de communication, souvenez-vous que la famille, les mamans, c'est aussi cette communication, je dirais les valeurs, je dirais on revient aux valeurs qui font d'une société une société unie. C'est tout ça en fait, cette communication, c'est cette image qu'on renvoie. Je reste avec vous. Dans quelques semaines va avoir lieu la CAN. Est-ce que la CAN n'est pas le tremplin, la réussite de la CAN sportivement comme en matière d'organisation n'est pas le tremplin idéal pour la réussite de 2030? Bien sûr, le Maroc va être, qu'on le veuille ou non, il va être jugé par rapport. C'est pour ça qu'on met le paquet. Ça découle quand même d'une vision de Sa Majesté l'Aïsroud, d'une vision royale. Et puis, il est certain qu'on va tout faire ici au Maroc pour que ça réussisse, parce que je dirais, ça va être entre guillemets un entraînement pour la Coupe du Monde 2030. Et elle n'est pas que, encore une fois, comme vous l'avez si bien dit, elle n'est pas que sportive. Elle n'est pas que sportive. Et comme il a dit tout à l'heure, Monsieur Ménès, ça va être très compliqué de mettre dans la tête de chaque Marocain qu'il se peut qu'on la gagne pas. Vous faites un sondage, il est impensable qu'on la gagne pas. Après, quand je vous dis, quand vous voyez maintenant U17 champion d'Afrique, U20 finaliste, U23 médaillés de bronze aux Jeux Olympiques, les équipes féminines finalistes, il y a un travail. Mais le ballon reste rond, donc il peut toucher une barre, et le ballon ne va pas rentrer, tu vois, donc on va être attendu. Et pour répondre enfin à votre question, oui, le Maroc met tout en œuvre, à commencer par cette réunion, par rapport à tous les influenceurs, par rapport à tous les journalistes qu'on regardait à la télé, hein, donc, et que ça fait plaisir de voir. Voilà, donc bien sûr. En espérant ne pas avoir un scénario à la Côte d'Ivoire de la dernière CAN, Karl, pareil. Si, ils ont gagné à la fin, donc. Mais les Ivoiriens ont quand même beaucoup souffert sur le premier tour. Oui, d'accord. Ce qui compte, c'est le résultat final. Tu demandes aux Marocains, vous voulez passer par la toute petite porte et gagner à la fin, ils vont dire oui. Hein. Évidemment, le plus important est la victoire au bout. Karl, la CAN est-elle un tremplin pour 2030 ? Moi, je vais peut-être dévier juste de la question pour se demander si l'opération d'aujourd'hui n'est pas un tremplin pour faire une très belle CAN et ensuite une très belle Coupe du Monde. Je le crois. J'ai été rédacteur en chef lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, puis derrière rédacteur en chef pour les Jeux mondiaux militaires au Brésil en 2011 et puis ensuite en Russie en 2018. Ce qui m'a frappé, c'est la professionnalisation, la certification des organisations et constater que au plus où on met les moyens, on est organisé, c'est-à-dire qu'on construit la maison non pas par le toit mais par la terrasse et les fondations, alors il y a peu de surprises finalement. Et il y a un sens de l'histoire. On voit bien que la réussite aujourd'hui des équipes de jeunes, du foot en salle marocain, des équipes féminines et le développement d'ailleurs du football féminin au Maroc est juste exceptionnel. Pour moi, il y a un sens de l'histoire. Et quand je vois qu'on est capable aujourd'hui justement de se donner tous les moyens dans l'organisation, celle qui ne se voit pas, c'est la phase immergée de l'iceberg, alors mon petit doigt me dit que finalement, si on peut laisser les acteurs de jeu se concentrer sur leur jeu, alors tout à la fois, et la CAN, et la prochaine Coupe du Monde, et la suivante ici, en partie au Maroc, on ne peut avoir que de belles surprises. Madame Inakon ? Oui, on est en plein tremplin. On est en plein tremplin du pays. Il y a la chance, voilà, il y a cette CAN qui va se passer. Ça va être un tremplin incroyable pour 2030. Pas que sportivement,
Comme on a dit, l'équipe féminine aussi est en train de faire des performances très très bonnes. Donc je pense qu'il y a que du bon là pour le Maroc et ça va se voir aussi culturellement. Pierre? Je pense qu'il faut dissocier l'organisation de cette CAN, puis de la Coupe du Monde, et le rendement de l'équipe nationale. L'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Le Maroc actuellement est au sommet, on espère tous qu'ils vont le confirmer lors de cette CAN 2025-2026, mais rien n'indique que le Maroc sera au même niveau en 2030. Parce qu'il y a des joueurs qui ont arrêté, des joueurs qui auront 4 ans de plus, qui auront peut-être des blessures, une usure. Voilà. Et il y aura peut-être, inversement, des jeunes joueurs qui auront explosé et qui viendront peut-être même faire que cette équipe sera encore plus forte. Je veux dire, faire des pronostics sur le foot. Alors déjà, moi qui me plante régulièrement sur mes pronos de tous les week-ends, j'ai envie de dire, faire un prono sur le rendement d'une équipe 5 ans avant, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Mais ce qui est évident, c'est que l'organisation de cette CAN va être un tremplin magique pour la Coupe du Monde de 2030. Mais M. Ménez, je suis d'accord avec vous. Je peux me permettre? C'est-à-dire, moi, je prends l'exemple de la France. Après tout ce qu'avait fait Georges Boulogne en termes de formation, jusqu'en 82, 84, la France, c'était Platini, Giresse, voilà, c'était ces 4 joueurs. Après, quand ils sont partis, ils ont eu du mal. Mais une fois qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, c'est devenu un rouleau compresseur. Parce qu'il y a tout le travail qui a été fait depuis Georges Boulogne en termes de formation, de centre de formation, tout ce qui a été mis en place, c'est très difficile maintenant que la France ne soit pas candidate. On ne peut pas à être favori pour une Coupe du Monde. C'est ça ce que j'essaye de dire. Et le Maroc, il est sur cette trace. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas combien il y a de licenciés au Maroc. J'imagine qu'il y en a quand même beaucoup moins qu'en France. Donc, pour puiser dans les réserves, forcément, les réserves du football français sont bien plus profondes. Mais encore une fois, moi quand j'ai vu la compo du groupe de Regragui pour le match contre le Niger demain, je me suis dit waouh, il y a du monde quand même, hein. Il y a du monde quand même. Et j'ai regardé les âges et je pense que il y en a encore pas mal qui seront là en 2030. Et effectivement, je pense que ça pousse derrière. Est-ce que vous imaginez, en tout cas les 4, l'équipe du Maroc faire partie des 3-4 outsiders de la Coupe du Monde 2026 ou 2030? 2026, oui. 2030, je suis pas fakir. Mais 2026, oui. De toute façon, ce sont des, entre guillemets, des demi-finalistes en titre. Donc, le peuple marocain va attendre au minimum qu'il renouvelle cet exploit, qui reste quand même un exploit énorme, parce que c'est pas dit que s'ils retombent contre l'Espagne et le Portugal, ils aient la même réussite à chaque fois, parce que la Croatie, la Belgique étaient dans le top 10 mondial. Hein. Et le Portugal, ça reste quand même une équipe extraordinairement costaud et une très belle génération aussi. Maintenant, je veux dire, dans le foot, comme dans tout sport, pour bien savourer la victoire, il faut aussi savoir perdre aussi parfois. Parfait. Merci à vous 4. Merci d'avoir participé à ce débat. Je remercie encore une nouvelle fois les organisateurs et j'ai envie aussi de vous dire, après le petit préambule que j'ai fait tout à l'heure sur la ville de Dakhla et les régions du sud du Maroc, je voudrais vous dire également que le regard de franco-marocain comme je suis est admiratif sur l'évolution du Maroc ces dernières années, de voir les infrastructures qui sont mises. Vous ne vous rendez pas compte de l'image que les gens de l'extérieur peuvent voir sur l'évolution du Maroc ces dernières années. Et je voudrais qu'on vous applaudisse et qu'on vous félicite et qu'on vous remercie. Bravo.